Bon, André Guiol, un peu d'histoire. Donc, revenons sur les tenants et les aboutissants du CIVET, déjà, par rapport à l'exploitation du balançant et de la situation des déchets dans le centre Var. Ah, alors c'est un vaste programme parce que le CIVED, depuis longtemps, s'est occupé de toute la problématique du déchet, que ce soit dans la valorisation à travers les espaces tri, que ce soit par les collectes sélectives, la mise en place. Et puis très tôt, on a fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on s'est inquiété dès la génération des déchets, de façon à ce qu'il y ait la moindre quantité possible de mis sur le marché. Il reste un point sur lequel il convient de s'attaquer le plus tôt possible, c'est le fameux traitement. Le traitement, on sort d'une période où les élus soit incinéraient sans récupération de chaleur leurs ordures ménagères, soit tout simplement les stocker dans des milieux autorisés. Et on a atteint les limites, c'est-à-dire que notamment nous, nos déchets vont au balançant, et que le balançant, à l'évidence, est victime de son gigantisme, et qu'il faut trouver une solution alternative. Pour ce faire, on a rassemblé un certain nombre de collectivités autour de nous, de façon à constituer environ 60 000 tonnes par an, et développer une filière de traitement qui consisterait à faire de la valorisation énergétique de nos déchets, c'est-à-dire fabriquer du courant électrique dans un secteur comme la Provence verte qui en a besoin, puisque je vous rappelle qu'il n'y a qu'une ligne 400 000 volts pour le Var, qui peut être amenée à être coupée soit en cas de neige, et donc chute de pylône, c'est déjà arrivé, soit tout simplement en cas d'incendie l'été, pour des raisons de lutte contre l'incendie, RDF peut être amené, RTE plus exactement, à couper les lignes, et comme il n'y en a qu'une, on n'a pas de redondance. Je vous rappelle qu'on n'a pas pu passer par le Verdon pour des raisons écologique, environnementale, puisque le Verdon est un des joyaux de la Provence, enfin du Var en général, et de la France en particulier. Donc on se retrouve avec une seule ligne, et qu'il était opportun de créer du courant électrique tout le long de cette ligne, d'où le fleurissement d'un certain nombre de parcs photovoltaïques, du projet Biomasse Innova. Et l'idée, le raccourci, c'est de dire pourquoi ne pas fabriquer du courant électrique avec nos déchets. C'est donc l'option qu'on a retenue aujourd'hui. Qui consisterait à faire un projet qui s'appelle Technovar, séparer tout simplement la partie sèche de la partie fermentescible et développer les deux secteurs différemment, soit pour le fermentescible par la méthanisation et par la partie sèche qui reste à définir. C'est quoi? C'est une usine? C'est une usine. une cheminée qui va fumer? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des exemples d'usines comme ça qui tournent en France ou... Bien sûr. En France et en Europe, il y a des méthaniseurs qui tournent, il y a des incinérateurs ou des gazificateurs qui tournent avec des rejets dans l'atmosphère nuls, quasiment nuls, et beaucoup plus protégés. Ça, les solutions technologiques existent aujourd'hui, il nous appartient de les mettre en œuvre, et un petit peu le côté novateur de notre démarche, c'est de tout mettre au même endroit pour éviter de promener des déchets, ça coûterait inutilement cher. Quelles sont les étapes qui sont à franchir, qui restent à franchir? Alors les étapes, il y a l'aspect politique, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de l'ensemble des décideurs locaux, de toute sensibilité, on est d'une richesse remarquable, et qu'il convient de définir l'objectif, parce qu'au bout du compte, quel que soit l'élu, on doit répondre aux besoins de nos administrés, c'est-à-dire évacuer en l'occurrence les ordures ménagères après les avoir sensibilisés à en générer le moins possible, les traiter conformément à la loi. Et là, on se rend vite compte que nos sensibilités s'estompent et qu'il faut qu'on travaille avec l'ensemble des élus du territoire. Alors, la première proposition, c'était de regrouper les élus du CIVED, ça a été fait, qui regroupe grosso modo une grande partie de la communauté de communes du comté de Provence et la totalité des communes du Val d'Isole. On s'est rapproché ensuite de Cœur du Var, toujours pour essayer d'avoir ces 60 000 tonnes, qui très spontanément, pour des raisons d'anticipation, se sont rapprochés de nous, et je ne vais pas remettre sur le tapis la lutte que mène le Cœur du Var pour la fermeture du balançant. Ensuite, nous ont rejoint le CIVOM du Haut-Var et le syndicat mixte de la zone Verdon et Saint-Aubin-Montrélier, constituant ainsi un groupe de travail qui est destiné à mettre en musique le projet Technovar tel que je vous l'ai décrit. Et on voit bien, pour l'aspect politique, c'est que l'ensemble des élus de ce territoire sont d'accord pour mener à bien ce projet. Quelles sont les voies d'exploitation envisagées pour ce projet Technovar? Alors, le traitement des déchets, comme dans pas mal de disciplines, bénéficie aujourd'hui d'une avancée technologique assez rapide.
Donc ce qu'on voudrait, c'est à la fois économiquement bâtir quelque chose qui fonctionne, quand je dis qui fonctionne de façon fiable d'un point de vue technique, mais qui, du point de vue financier, soit compatible avec ce que peut supporter le contribuable. Pour autant, on va faire une usine qui va durer entre 20 et 30 ans. Ça serait dommage de passer à côté d'une avancée technologique. Donc on va lancer une délégation de service public en demandant à des industriels de se regrouper, ou bien s'ils ont la capacité tout seuls, de nous proposer de la conception, de la construction et de l'exploitation. Sachant que les vieux procédés, on les connaît, c'est de l'enfouissement ou de l'incinération. Ce qu'on voudrait, c'est aller beaucoup plus loin, fabriquer du courant électrique, sans générer de pollution, et sans tomber dans l'incinérateur classique qui, lui, ne fait que chauffer l'atmosphère autour de lui. Donc il y a des solutions techniques aujourd'hui qui visent à, en séparant les deux parties, de faire de la méthanisation. Donc c'est du méthane. Ce méthane, soit on le revend à Gaz de France, soit on le brûle sur place pour fabriquer du courant électrique. Donc il y aura une cheminée de ce fait. Mais à combustion complète avec des rejets qu'on maîtrise parfaitement. La partie sèche, soit elle peut être revendue à des cimentiers qui ont besoin de chaleur pour pouvoir fabriquer leurs produits, soit tout simplement fabriquer de la chaleur localement, du courant électrique, une fois de plus. Et le dernier point, c'est pour ça que je parle d'avancées technologiques, il est possible, en copiant la nature, de fabriquer à partir de la partie sèche du gasoil ou du carburant, qui est technologiquement aujourd'hui fonctionne en laboratoire, qu'il conviendrait de le passer à un industriel. C'est tout ça qu'on voudrait mener, c'est le côté novateur de notre démarche, en Provence verte. Qui, Provence verte, comme son nom l'indique, mérite plus que de simples procédés qui ont fait leurs preuves, certes, mais qui convient de tourner la page du 19e siècle. Quoi. Voilà. Bon, les points bloquants. Alors les points bloquants, ce n'est pas des points bloquants pour l'instant, c'est des difficultés identifiées. Le premier, c'est de savoir où on va implanter cette usine de traitement. Alors, en première approche, elle devra se situer à côté des grands axes routiers. Bon, la nationale 7, préférable peut-être à l'autoroute, mais il faut voir, elle passe à quelques mètres près au même endroit. Il faudra trouver un lieu qui soit compatible avec nos règlements d'urbanisme. En premier lieu, le schéma de cohérence territoriale porté par le syndicat mixte du Pays de la Provence verte, qui a identifié d'ores et déjà des lieux possibles. Et il appartient aux communes concernées, ou à la commune concernée, de décliner dans son plan local d'urbanisme les objectifs du SCOT. Si bien qu'on aura, dans le premier point, un lieu d'implantation où on mettra tout au même endroit le traitement de nos ordures ménagères et fabrication de courant électrique local. Premier point. Le deuxième, ça va être, on aura besoin de toute façon un lieu d'enfouissement. Prenons comme hypothèse où le balançant soit ferme, soit reste pour le territoire du Cœur du Var, il convient que nous en cherchions un autre. Dans nos associés, nous avons le syndicat mixte de la zone Verdon, qui possède, géré en régie, un centre d'enfouissement à Gina-Servi. L'idée serait de dire, on arrive à une autopuissance pour les aider à se mettre en conformité, bien qu'ils le soient déjà, mais qui, comme toute installation, elle est perfectible. Et on leur apporte la garantie que les objectifs de performance que nous fixerons à cette usine n'hypothèquent pas la durée de vie de leur centre d'enfouissement. C'est-à-dire, s'ils restent seuls, ils en ont pour 20 ans, il faut que nous, le fait qu'on s'engage à n'apporter que 20%, ça durera 20 ans aussi. Voilà un peu l'idée du centre d'enfouissement. Ça nécessite que les élus du territoire, en premier lieu le président de Provence-Verdon et le maire de la commune de résidence, c'est-à-dire Gina-Servi, soient d'accord sur nos objectifs et que nous, on accepte leurs exigences. Le dernier point, c'est quelle est la structure porteuse la plus adaptée. Dans le contexte dans lequel on vit avec la loi NOTRe, l'heure n'est pas à la création de nouveaux syndicats mixtes. Donc l'idée, ce serait de dire, transformons un syndicat existant, et je pense que le CIVED est tout indiqué, parce que c'est lui qui est porteur, qui a la structure en ressources humaines, notamment. On a des gens passionnés de ce domaine-là. Bon, il y a des gens aussi qui ont bien pris le relais des techniciens à Cœur du Var notamment, ou à Sainte-Baume-Montrélien. C'est donc de transformer le CIVED en syndicat unique de traitement, c'est-à-dire que chaque collectivité composant le groupe de travail continue à organiser sa collecte, ses espaces tri, ses ambassadeurs de tri, et Dieu sait si c'est une activité de proximité. Et le syndicat ne s'occuperait que du traitement, c'est-à-dire la mise en œuvre, le suivi de la délégation de service public qui serait confiée aux prestataires dans le cadre du projet Technovar.
Tout ce que je vous raconte là, c'est pas André Guillaume qui s'est réveillé le matin en disant il faut faire le projet Technovar. Ça s'inscrit dans une logique, le fameux plan départemental de prévention et d'élimination des déchets, plus connu sous le nom de PPG-DND, qui est à la charge du département. C'est le département qui a défini un projet d'organisation des ordures ménagères sur le département, compétences d'ailleurs qui viennent d'être transférées dans le cadre de la loi NOTRe à la région. Pour l'heure, c'est le département qui pilote le plan départemental. Il va consulter l'ensemble des gens du domaine, aussi bien les particuliers, les élus, les gens dont c'est le métier, que tout ce qui gravite autour, les chambres consulaires, le département, l'ensemble des intervenants, ce qu'on appelle les personnes publiques associées. Ce schéma, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, le département comporte 3 ou 4 zones. Il y a la zone sud, il y a la zone est, qui pourra faire 2 équipements, et la zone ouest, dans laquelle nous essayons d'exister. Et dans cette zone, elle nous dit, vous devez vous regrouper pour traiter vos déchets. Et c'est ça que par Technovar, on a mis en musique, c'est-à-dire les syndicats et les communautés de communes que je vous ai citées, constituant environ aujourd'hui, parce que 60 000 tonnes de déchets qu'il conviendra de traiter. Je dis aujourd'hui parce qu'il y a 2 paramètres. Il y a à la fois la démographie qui fait qu'on va générer plus de déchets, et les efforts de prévention qui font qu'on devrait générer moins de déchets. Donc ça va évoluer lentement, 61, 62, 65 000 tonnes. Et d'après les spécialistes, 60 000 tonnes, ça commence à être le bon seuil pour prétendre faire une usine de traitement qui à la fois est suffisante du point de vue économique et du point de vue technologique. On parle de tri, on parle de démarche citoyenne de tri. On entend souvent ça sert à rien de trier. Donc ça va tout au même endroit. J'ai pas assez de place chez moi pour faire du tri. Je paye de plus en plus cher. Déjà, alors, ce sont des objections. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces objections ? L'élu que je suis entend toutes ces réflexions qui sont légitimes et il nous appartient de les confirmer ou de les infirmer. Une rumeur qu'on n'entend plus aujourd'hui, c'est de dire ils nous font trier, mais ils mélangent tout derrière. Alors ça, c'est faux. Il y en a encore des gens qui croient qu'on n'est pas allé sur la Lune. La vérité, c'est que nous trions et chaque filière est exploitée. Donc, il faut chasser la rumeur qui dit qu'on remélange derrière, c'est faux. Alors, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça a dû arriver dans l'histoire qu'un camion, voyant que le jaune était mal trié, c'était donc au refus de tri, il passe aux ordures ménagères. Mais ça, c'est très anecdotique et très ponctuel. Donc je voudrais rassurer tous les gens qui trient, le travail est bien mis à profit et qu'on valorise bien la matière, et demain, j'espère, l'énergie du bénéfice du tri. Après, le vieux réflexe qui dit ça continue d'augmenter, donc je ne trie plus, le danger est réel. C'est à nous d'expliquer pourquoi ça continue d'augmenter. Parce que la prétention de dire je ne veux pas polluer et je veux que tout ce que nous jetions soit valorisé, ça coûte beaucoup plus cher que si on le mettait dans un grand trou et qu'on l'oublie pour les générations futures. Donc on s'est fixé comme objectif de moins gaspiller de matière, et ça va être d'actualité avec la COP21, donc ça coûte plus cher, globalement. Donc il faut expliquer aux gens que c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour préserver notre planète. Pour autant, il ne faut pas que le prix, in fine, soit de nature à ce qu'on baisse les bras, parce que les contribuables n'ont pas que les ordures ménagères à financer, et ils ont tout le reste. Et bien ça, c'est le rôle des élus au quotidien, à expliquer en permanence. Donc on paye en fait les erreurs du passé qui ont consisté à enfouir des poubelles parce que ça coûte pas cher. Pas encore. On n'exploite pas encore. On pourrait imaginer qu'on exploite ce qu'on a fait dans le passé. Pour l'instant, on dit on ne fait plus comme avant. On va chercher la matière première parce qu'on n'a qu'une planète. Et donc il ne faut pas jeter bêtement comme on le faisait avant. Donc on va tirer l'énergie, on va reprendre de la matière pour lui donner une deuxième vie. Ça coûte plus cher. Alors ça coûte plus cher parce que c'est financé par ordures ménagères. Mais vu de la planète, ça coûte moins cher. Parce que aller chercher du pétrole, le transformer en plastique, ça coûte beaucoup plus cher que de reprendre du plastique et d'en refaire du plastique. Mais ce n'est pas le même qui paye. Ça veut dire que si, malgré tout, si cette démarche n'est pas respectée, si le balance enferme, si rien n'est fait, on va être contraint de payer encore plus, de toute manière. Non seulement on va payer plus cher, mais en plus, on va laisser à nos enfants un sacré héritage. Voilà. C'est la double peine. Ceci dit, si on le fait, on n'aura pas volé nos emmerdements.
Est-ce qu'il y a des exemples qui fonctionnent en Allemagne, hein, de tri, de gens qui... Bon, après, on parle de collecte, on parle de techniques de collecte, de techniques de, de taxes, euh, de consignes, des choses comme ça. Ça, c'est les élus qui peuvent agir là-dessus? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se Alors, passer on si... va dire que 80% de nos actions sont faites dans le cadre des lois, que ce soit Grenelle, transition énergétique, qui sont des déclinaisons françaises des directives européennes. Donc oui, toute l'Europe tend vers ça, à la vitesse de chacun. Hein. Je pense que la France, on n'est pas trop mal, mais par rapport à l'Allemagne notamment, on est perfectible. On peut faire des choses encore... j'ai vu des usines en Allemagne d'une propreté rare, quoi, hein. Donc il y a encore des axes d'effort. Hein. Mais est-ce qu'un élu local, une municipalité, peut avoir déjà un impact sur ces types de fonctionnement? Peut dire bah, du jour au lendemain, allez, on remet en place un tri particulier à la commune, parce qu'on fait l'effort, parce que c'est un petit peu la même démarche que quand on crée une usine pour trouver une solution tout de suite par rapport à un problème qui va nous arriver. Oui, on est d'une démarche vertueuse. On peut très bien imaginer que localement, on va être plus vertueux qu'ailleurs. Dès l'instant qu'on est dans l'esprit de la loi, bien sûr qu'on peut mettre en place des choses spécifiques. Il y a des communes qui ont décidé qu'elles ne généraient pas de déchets. Elles vont plus loin que la loi. Je me contente modestement à l'appliquer pour l'instant. On va parler déjà de la réaction de l'État par rapport à ce projet. Ah ben l'État observe nos démarches et attend beaucoup de l'aboutissement de notre projet. Parce qu'il est à la fois respectueux des règles d'environnement, mais il est générateur d'emplois. J'ai parlé d'usine tout à l'heure, hein, comme toute usine, c'est une richesse. Hein, voilà. C'est une richesse qui, par rapport à l'usine, mais par rapport à toutes les filières qui vont se mettre en place et qui sont de toute manière impliquées dans l'exploitation de cette usine, ça représente quoi au niveau économique? On a du mal à estimer, mais moi je peux vous dire que le CIVET, c'est déjà 30 personnes directes, plus les entreprises qu'on fait travailler. Rien que les ordures ménagères, aujourd'hui, font vivre entre 50 et 100 personnes dans notre zone, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Alors évidemment, on va nous reprocher qu'on embauche, qu'on trie, mais on a maintenu les prix. Et c'est un service de service qui est consommatrice de ressources humaines, hein, et aussi bien de tous les métiers, hein, que ce soit des transporteurs, des rippers, des spécialistes de la recondition matière, toutes les usines de maintenance mécanique, il va y avoir des centres de tri, enfin, c'est générateur d'emplois de qualité, hein, qualifiés. On a exploré la collecte à domicile avec des gens qui viendraient récupérer, des gens, enfin, ou des CUI ou des emplois aidés. Alors, tout est possible, c'est au financement près. Oui, on envisage d'autres types de collectes, notamment les déchets verts. Hein, parce que les déchets verts, le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui brûler pour des raisons de protection de l'atmosphère, qu'on comprend bien, même si c'est tombé un peu d'un coup et que les gens ont eu du mal à comprendre. Hein. Il n'empêche qu'on n'a plus le droit de brûler dès lors que c'est du déchet d'entretien de jardin. On peut encore, sous dérogation, incinérer des végétaux issus du débroussaillement. Il faut des policiers municipaux affûtés pour apprécier la différence. Force est de constater qu'on génère des déchets verts, surtout en Provence verte où on a un habitat de faible densité, c'est ce qui correspond à nos besoins, et que donc il faut absolument qu'on apporte des réponses aux gens qui ne peuvent plus brûler parce que pas tout le monde a une remorque, pas tout le monde a des reins solides, on prend tous de l'âge, c'est pas facile d'entretenir son jardin. Donc une des solutions serait d'aller collecter les déchets fermentescibles à domicile. Ça coûte cher, mais c'est intéressant parce qu'on sera en capacité de fabriquer du compost de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Il est hors de question de faire du compost sur ordures ménagères au brut parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et là, pour le coup, c'est l'apprenti sorcier. Ça permettait de redorer les lettres de noblesse du compost. Donc oui, pour collecter les déchets verts à la maison. Alors, 2 mots sur la prévention. La prévention, je vous l'ai dit, ça consiste, et on s'y attaquait très tôt au CIVED, ça consiste à faire en sorte qu'il y ait de moins de déchets possibles de mis en place au bord des routes. Donc on a commencé par créer ce qu'on appelle l'agence territoriale de la consommation durable, hein, avec Écosciences Provence, qui consiste dans un premier temps à labelliser des commerces engagés ou des producteurs engagés, qui eux s'engagent en disant « moi je fais de la culture biologique ou je m'engage à moins mettre possible de déchets sur la voie publique ».
hein. Première action. La deuxième, c'est on a développé les sacs cabas pour faire la peau aux sacs plastiques. Hein. Encore fallait-il proposer aux gens une autre alternative, c'est le sac cabas. On a réinventé le panier de la ménagère, hein, ou du ménager, pour pas faire... ça marche parce que c'est gratuit probablement, comme les sacs plastiques. Hein. Sauf que c'est réutilisable par définition. Hein. Il va y avoir aussi des sacs plastiques biodégradables. Oui. Alors il paraît qu'on a défini des sacs à usage unique, puisque c'est leur nom, à partir de végétaux. C'est séduisant, puisque c'est biodégradable. Il faudra regarder le bilan économique, le nombre de terres agricoles mobilisées, l'eau qu'il faut. Bon, c'est à rapprocher d'un calcul global. Mais c'est vrai qu'il y a une solution biodégradable de sacs à usage unique. Hein. Ensuite, toujours en prévention, plus anecdotique, mais ça fait partie de la communication, c'est donc l'opération poule qu'on vient de mettre au CIVED pour maintenir notre poule position, qui consiste à négocier des prix à un vendeur de poules pour que préférentiellement nos usagers ou nos contribuables aillent auprès de ces gens-là. Je crois qu'on en est à le couple de poules à 25 €. Hein. Et ensuite, on proposera des poulaillers, d'1 mètre cube environ, conforme aux normes, qui seraient fabriqués par des entreprises d'insertion. Donc des gens qui apprendront à travailler le bois, le grillage, et on mettra à disposition ce poulailler. On est dans une phase expérimentale jusqu'à la fin de l'année, où on a sélectionné une vingtaine de familles représentatives sur le territoire, avec enfants, sans enfants, qui ont la charge dans un premier temps de peser quotidiennement ce qu'ils donnent aux poules, et de relever le nombre de poules, d'œufs que pondent les poules. Et donc on transforme les déchets alimentaires avec des œufs. Et une fois qu'on saura à peu près le ratio, on l'étendra, l'opération poule, à l'ensemble du CIVED, sachant qu'une poule, c'est plusieurs centaines de kilos par an, hein, et que chaque fois qu'on ne jette pas une tonne, c'est 250 € d'économiser. Voilà. Une tonne d'ordures ménagères coûte 250 € à la collectivité. Aujourd'hui, prélever devant la maison ou en regrouper, collecter, transporter, traiter, donc enfoui aujourd'hui, hein, à 80%, à 50%, c'est 250 €. Par contre, un déchet apporté en déchetterie, c'est la moitié. Alors, ce sont des actions qui sont efficaces à petite échelle, mais qui peuvent prendre de l'ampleur, bien sûr. Oui, il faut les prolonger. C'est aussi des actions qui permettent d'éduquer. C'est un cercle complètement vertueux, ça éduque, ça crée de l'emploi, ça fait toucher du doigt que on n'a pas 10 planètes à nos dispositions. C'est complètement intellectuellement satisfaisant. Que disent les enfants? Le CIVED a des contacts avec les écoles? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils en retournent? Les enfants, c'est notre meilleur terreau. C'est ceux qui entendent, ils sentent qu'ils sont concernés, et puis c'est des excellents relais auprès de leurs parents, quoi. Et toujours en termes de prévention, on voudrait mettre en place une ressourcerie, parce qu'on a bien conscience que la notion de déchet, on n'a pas la même. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être en capacité de jeter quelque chose qui me gêne, qui devient déchet, et qui pour vous est une merveille. Donc l'idée, c'est de donner une deuxième vie à nos déchets, ça s'appelle une ressourcerie, et ça va consister à récupérer du matériel électroménager, des meubles, des outils, et de leur donner une deuxième vie. Et le transit serait organisé par une entreprise d'insertion, et on profiterait de ça pour apprendre le métier à des ébénistes, à des électromécaniciens. Ça s'appelle une ressourcerie, on y travaille dessus pour 2016. À quel endroit? Alors on va essayer de se mettre sur Brignoles, parce que c'est là qu'il y a la plus grande concentration démographique, et qu'il y a un mouvement pendulaire au quotidien. Je voudrais qu'il y ait une partie, je dirais, atelier, et une partie qui est pignon sur rue, où on vendrait ces matériaux qui ont une deuxième vie, et puis lui rajouter une petite partie galerie, parce qu'on peut faire de l'art, et il y en a qui en font avec du matériel de récupération, à l'instar ce qui est fait avec le bois flotté sur les plages pour faire des tableaux, ou j'ai vu récemment des sculptures organisées avec des anciens outils, magnifique. Donc il y aura une partie deuxième vie à un déchet qui devient un nouveau meuble ou autre, et une partie galerie d'art qui sera un lieu de rencontre convivial tel que la Provence verte veut le communiquer. Un commentaire sur justement cette économie circulaire. Quelles sont les perspectives est-ce que vous sentez sur ce terroir de possibilités? Est-ce qu'il y a des filières qui vont être développées, de la communication qui va permettre d'identifier des projets d'économie circulaire?
Alors effectivement, bon, moi j'ai toujours un regard un peu déformé du déchet, effectivement, mais il y a un gisement énorme d'économie circulaire qui à la fois recycle nos matières et éduque les hommes. Hein. Les hommes avec un grand H, parce que je n'oublie pas que la moitié des hommes sont des femmes. Les projets du CIVED? Les projets, ben, à court terme, c'est la ressourcerie. Perfectionner tout ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire les espaces tri, la collecte, et puis Technovar, parce que ça sera la dernière touche au tableau. On se sera attaqué à tous les problèmes du déchet, c'est-à-dire la prévention, la valorisation, et donc Technovar, fabrication d'énergie dans nos territoires, qui en a besoin, je dirais, plus qu'ailleurs. Si le projet ne voit pas le jour, si on ne fait rien, si on reste dans l'inertie, et alors, qu'est-ce qui se passe? Le risque est grand. Il peut se passer deux scénarios. Si on ne fait rien, et que le cas qu'on a envisagé, c'est fermeture du balançant pour nous, ça veut dire qu'on se retrouve avec 60 000 tonnes de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Soit les industriels auront des solutions à nous proposer, parce qu'ils ne sont peut-être pas restés comme nous les deux pieds dans le même sabot, et donc on va lancer une consultation et on prendra le moins cher, mais qui sera certainement très cher, puisque on n'aura pas le choix. Et donc le contribuable payera cher. Et l'usager, les deux à la fois. Soit on n'a pas de proposition locale, alors là il faudra amener nos déchets ailleurs, à des coûts de traitement qu'on ignore, certainement beaucoup plus chers qu'aujourd'hui, et des coûts de transport qui vont avec, c'est-à-dire s'il faut amener dans le 84, ou d'autant plus que le schéma devient régional, hein, c'est encore au niveau environnement, je vous passe les transports en camion, mais j'ose espérer que le traitement sera conforme aux lois environnementales. Mais alors en termes de coûts, ça sera exorbitant pour nos contribuables. Et les mêmes qui aujourd'hui ont peur de faire des choses, ils se retourneront sur leurs élus en disant, mais dis donc, pendant 20 ans, vous êtes bien reposés sur ce dossier. Hein. Voilà. D'où la nécessité d'aboutir. Il faut se bouger. Voilà, il faut se bouger.